Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot. Nouvelle formule, le Clubac vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters ciel et marine. Et cette semaine, retour sur une énième défaite attendue contre un petit. Les manques d'effectifs payés au prix fort et un hack qui fatigue de plus en plus. Ses supporters, interview, débat, analyse, le Clubac numéro 19. Il démarre maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec, pour disséquer l'actu des ciels et marines, il nous vient d'RMC Sport. Salut Christophe Lécuyer. Salut Sylvain, bonjour à tous. Mathieu Billot du foot normand est également parmi nous aujourd'hui. Salut Mathieu. Salut Sylvain, salut à tous. Je vais commencer avec vous Christophe. Le hack, c'est tellement attendu. Défaite au Paris FC. On l'avait vu venir à 20 km celle-là. J'ai envie de dire hélas oui, parce que cette équipe du Havre, j'aurais envie de dire qu'elle est imprévisible, mais en fait elle est effectivement, Sylvain, presque prévisible. C'est-à-dire qu'on se dit, après avoir fait tout ça, et bien à un moment donné où effectivement, allez là, on va tomber la main dans le pot de confiture, c'est sûr, et au moment où évidemment fallait pas. Alors il n'y a jamais de bon moment pour perdre chez une équipe comme le Paris Football Club qui est en grande difficulté cette année, mais oui c'est fatigant quoi, c'est fatigant parce que cette équipe du Havre, ça fait plusieurs saisons maintenant que je la suis. Si c'était qu'un problème d'une saison, mais ça fait plusieurs saisons que j'ai envie de dire le plaisir quand même de la suivre. Mais honnêtement, voilà, on a le sentiment que les saisons se suivent et se ressemblent, qu'on ne tient pas compte des erreurs du passé, et qu'à chaque fois qu'on pense que c'est peut-être la bonne saison, que finalement là, on a les ingrédients qui vont permettre à cette équipe havraise d'aller chercher au moins cette 5e place. Et patatras. Ouais, patatras. Il y en a un qui était ultra déçu juste au sortir de ce match, c'est l'entraîneur du Havre, Paul Le Guen. Très déçu aussi par la première mi-temps que l'on a disputée. Je trouve qu'on n'a pas été très bon en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on s'est repris, on a été beaucoup plus entreprenant, on a eu le contrôle du jeu, on a eu des occasions, mais on n'a pas réussi à revenir au score. Ils ont été beaucoup plus efficaces que nous et on ne l'a pas été alors qu'on a eu beaucoup de situations, notamment en deuxième mi-temps. On a beaucoup de ballons de but, on a beaucoup de situations très favorables, mais on ne sait pas être efficace. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Le mot que je retiens, Mathieu Billot du foot normand concernant Paul Le Guen, on n'a pas su être efficace, mais c'est toujours pareil. Oui, c'est souvent la clé d'ailleurs dans les matchs de haut niveau, c'est l'efficacité, qu'elle soit offensive ou défensive. Et sur ce match-là, effectivement, ils ne l'ont pas été. Après, on va rappeler qu'il manque un élément, et que c'est l'élément majeur de cet effectif. C'est celui qui marque quasiment tous les buts. Et quand il n'est pas là, forcément, le rendement de l'équipe est beaucoup moins important. Mais messieurs, on l'a pointé depuis le début de saison, cette Kadewere dépendance. Aujourd'hui, Tino Kadewere, ça fait plusieurs semaines qu'il n'est pas là. Visiblement, ça devrait se poursuivre encore au moins pour une dizaine de jours, voire 15 jours, son absence. Faut quand même trouver des solutions. Il y a des joueurs, Christophe Lécuyer, quand même, dans cette équipe du Havre. Ah oui, non mais bon, alors évidemment, quand on connaît l'importance de Tino Kadewere, forcément que son absence se fait ressentir, c'est une évidence, puis c'est comme ça dans toutes les équipes qui ont un joueur au-dessus du lot, hein. Mais le problème, c'est que quand tout dépend de lui, quoi. Alors qu'il soit important, il y a une différence entre avoir un joueur important, et ça va à tous les niveaux de compétition, et avoir une dépendance totale. Je sais même pas si c'est le cas d'ailleurs, je suis pas sûr que... Alors évidemment, encore une fois, ça influence, mais je crois que le problème il est aussi ailleurs, il est mental, il est psychologique, il est mental, Mathieu Billot. C'est pas la première année. Comme le dit Christophe, ça dure depuis très longtemps. Oui, mais là, cette saison, vous avez un nouveau staff, vous avez un nouveau coach, vous avez et c'est pareil. Qui a été renouvelé. Donc, est-ce qu'on peut imputer ce qui s'est passé les saisons précédentes Moi, j'y crois moyen aux phénomènes comme ça qui se répètent, surtout quand les hommes changent en fait. Mais là c'est étonnant quand même Mathieu, ça fait plusieurs années comme le disait Christophe en préambule de cette partie que l'on y croit pour le Havre. On se dit même encore cette année, une fois qu'ils ont franchi le seuil des 9 matchs sans victoire, qu'ils reviennent dans la course, on dit ça y est là cette fois ils sont relancés et c'est toujours la même chose. Et c'est toujours face aux petits. Moi cette année je mettrais plutôt ça sur le compte peut-être d'un manque de profondeur d'effectifs ou alors d'une équipe, peut-être une équipe type qui effectivement a le profil pour finir dans le top 5, mais que vous n'avez pas le 12e, le 13e, le 14e homme capable dans les moments où c'est un petit peu plus dur, peut-être en termes de physique, au niveau de la rotation, qui vous permettent de prendre le point ou de prendre les 3 points qu'il faut, quoi. Donc moi j'irais plutôt ça là-dessus. On va voir ça dans la deuxième partie. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Justement, la taille de l'effectif, la profondeur de banc que vous venez d'aborder, Mathieu Billot, Christophe Lécuyer. Est-ce que le Havre est aussi dépourvu que cela, au-delà de son équipe type ? Mathieu, c'est le spécialiste de l'effectif du Havre, plus que moi. Moi, je peux en dire un mot, mais
Oui, je pense que oui, quand même. Effectivement, on n'a pas le sentiment que cette équipe havraise, elle a une profondeur de banc. On se rappelle quand même des années fastes à Caen où ça remonte à quelques années maintenant, mais quand lorsque le Stade Malherbe était monté en Ligue 1, il y avait effectivement une vraie profondeur de banc qui vous permettait quand même de vous adapter aux absences que vous avez de toute manière inévitablement. Dans toute saison, vous avez des suspendus, vous avez des blessés, des fois sur des périodes plus ou moins longues. Et effectivement, je pense que cette équipe havraise manque un petit peu de profondeur, quand bien même Paul Le Guen a pu lancer quelques jeunes, je pense à Abdelli ou autres, sur certains matchs. Mais effectivement, l'effectif est un tant soit peu peut-être un peu trop restreint pour le coup lorsque surviennent comme cela sur ces périodes hivernales, les blessés, les suspendus, etc. Effectif beaucoup trop faible selon vous. Le spécialiste, comme vient de le dire Christophe Lécuyer, Mathieu Billot du foot normand, le spécialiste de l'effectif du HAC. Vous en jugez quoi, vous, de cet effectif ? Non, mais c'est un débat, je crois qu'on avait déjà au mois d'août, si je me rappelle. Oui, mais là, il y a les résultats derrière, messieurs. Et ça change tout, parce que là, on a la preuve, par le chiffre. Il manquait du monde devant au mois d'août, il n'y a personne d'autre qui est arrivé depuis, il manque du monde au mois de février, tout simplement, parce que vous avez des joueurs, en quantité vous en avez, mais visiblement en qualité ils ne répondent pas aux exigences du coach. Donc Paul Le Guen n'a pas bien fait de faire confiance à Dzabana, à Sifoua et à ce genre de joueurs ? Visiblement, s'il leur fait pas confiance, c'est qu'il a des arguments. Comme, encore une fois, moi je connais pas un coach qui se prive d'un élément qui peut lui rendre service, juste histoire de dire tiens, celui-ci il me plaît pas. S'il estimait que Asifoua, Dzabana, voire Basile, quand il est apte, et ce qui est visiblement très très rare dans la saison, pourrait lui rendre des services, je pense qu'il les utiliserait. S'il le fait pas, c'est que visiblement c'est que ça le fait pas. Alors on en revient au problème du recrutement. On sort du mercato d'hiver, messieurs. Christophe Lécuyer d'RMC Sport, il s'en passe au mercato en général. Pourquoi le Havre a choisi de ne rien faire ? Honnêtement, je vais vous répondre honnêtement, je ne le sais pas. C'est même très étonnant au-delà de pas le savoir. Oui, non, enfin voilà, on peut avancer. Enfin, en ce qui me concerne, dans tous les cas, des tentatives d'explication, mais. Alors avancez donc. C'est l'argent. Il manque des sous. Non, c'est pas possible. Je ne sais pas, mon pauvre ami. C'est effectivement une hypothèse, parce que pourquoi ne pas... Alors, comme le dit Mathieu, on a eu ce débat-là en début de saison. Bon, mais il y a une différence entre l'avoir en début de saison, on se dit peut-être que finalement ça peut le faire, mais quand vous avez l'opportunité de pouvoir renforcer cet effectif, même si on sait que c'est compliqué, hein, c'est un mercato à la marge, on est tous d'accord, le mercato d'hiver, mais parfois, un joueur, deux joueurs, on l'a vu par le passé, que ce soit au Havre, que ce soit à Caen, un joueur, deux joueurs, parfois ça vous fait des vraies différences quand même. Donc voilà, c'est surprenant. Est-ce que c'est un choix vraiment délibéré ou est-ce que c'est un choix contraint et forcé ? La vraie question, elle est là en fait. Mathieu, la vraie question, la vraie réponse, alors elle est où ? Visiblement, c'est un choix délibéré. Il y a eu la volonté de ne pas accumuler des joueurs en laissant plusieurs de côté pour pas se retrouver avec un effectif qui serait pléthorique et avoir à gérer des joueurs qui ne servent plus à grand chose. Peut-être que derrière ça il y a aussi une vision à plus long terme, une vision peut-être dans l'année prochaine, histoire de remodeler l'effectif avec plus de profondeur. Puis je crois aussi que Paul Le Guen il veut un certain type de joueurs, des joueurs quand même d'un certain niveau. Peut-être que c'est pas si facile que ça de les attirer en Ligue 2 au Havre. Le Havre n'attire pas même quand il est potentiellement montant, potentiellement dans le haut de tableau. Tout dépend les joueurs que vous visez. Mais il vise quoi ? Il en veut trop ? C'est ça l'idée ? Il vise des joueurs il vise quand même des joueurs d'un très très bon niveau. Quand vous voyez les joueurs qui sont arrivés l'été dernier, j'avais la réflexion d'un confrère sur le dernier Le Havre Caen, un confrère canet, qui me disait tiens, c'est qui le numéro 3 au Havre ? Et quand on lui disait qu'il était international turc et qu'il avait joué contre l'équipe de France les qualifs à l'Euro, il disait tiens, dis donc, c'est impressionnant d'avoir un joueur comme ça dans l'effectif. C'est un peu ce type de joueur-là que le Havre vise via Paul Le Guen. C'est quand même des joueurs d'un certain standing, avec un certain CV. C'est pas le joueur moyen de Ligue 2 qui débarque. Donc, problème insoluble alors, parce que Paul Le Guen veut trop et le Havre peut pas donner finalement. Le Havre peut pas donner. Moi, je crois surtout qu'il voulait le président ne veut pas donner. Moi, je crois surtout qu'il voulait se séparer des 3-4 éléments qui ne jouent plus du tout avant de pouvoir recruter. Ça n'a pas été possible cet hiver parce que, par définition, les joueurs qui jouent jamais, il n'y a pas grand monde qu'on veut non plus. Peut-être que cet été sera plus simple avec des potentielles fins de contrat ou alors des solutions alternatives. Toujours est-il que là, visiblement, ils n'ont pas trouvé l'équation parfaite entre les départs et l'arrivée qui aurait pu tout changer. Et puis voilà, vous misez sur un joueur qui est très très important
Et ce joueur se blesse plusieurs semaines et ça remet tous vos plans en cause. Ouais, et pourtant il va falloir encore aller chercher des points pour croire encore à cette 5e place. On voit si elle est encore possible à tomber dans l'escarcelle du hack. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Messieurs, c'est la question suivante. Orléans puis Châteauroux au programme des Havrais. Mais est-ce que c'est pas déjà trop tard, Christophe Lécuyer ? Il y a plus de temps à perdre dans tous les cas, c'est presque un pléonasme, mais voilà, 7 points du podium. Hein. J'entends évidemment la 5e place, elle n'est qu'à 6 points, j'ai envie de dire, c'est l'équivalent de 2 victoires, donc évidemment que ça reste possible. On a vu une équipe de 3 qui certes l'autre jour s'est imposée à Dornano, mais qui n'a pas non plus maîtrisé plus que sereinement que ça les débats, donc je pense pas qu'il y a une différence extrêmement importante entre Le Havre et Troyes et Clermont, par exemple. Simplement, voilà, ça va se jouer encore une fois. C'est très logique ce que je dis là, j'invente rien, mais sur la régularité. Et si aujourd'hui Le Havre laisse encore filer des points comme ce fut le cas au Paris FC, il y a la réception d'Orléans. Enfin voilà, c'est des équipes sur lesquelles il faut absolument s'imposer. Je suis pas sûr qu'ils les prennent en plus au meilleur des moments. On sait que ça vient de changer de coach, etc. Donc oui, là, clairement, là, avec la nouvelle formule aujourd'hui, les playoffs, la perspective de la 5e place qui peut permettre éventuellement 2, ça reste jouable, mais attention, je crois que tous les jokers jusqu'à aujourd'hui, ils ont été utilisés, quoi. D'accord avec Christophe Lécuyer, Mathieu Billot ? Ah, tout à fait, là, je pense qu'il n'y a plus de joker. 6 points, ça reste quand même assez important. Mais ça reste quand même surtout très obligatoire pour du coup. Du coup, la victoire est obligatoire contre Orléans. Puis après, en fonction des résultats des concurrents directs, la victoire sera certainement impérative contre Châteauroux. Elle l'était quasiment contre le PFC et pourtant, ça les a pas empêchés de perdre. Attention que fin février et début mars, l'écart qui était de 3 points il y a une semaine et de 6 aujourd'hui, soit pas passé à 9 ou 10. Et là, dans ces cas-là, ça sera mort à 99%. Mais c'est bien ça qu'il y a à craindre pourtant, messieurs. C'est bien ça qu'il y a à craindre. La dynamique laisse supposer ça. Après, ça peut très très vite se renverser, notamment dans le championnat de Ligue 2 où la hiérarchie est quand même assez fluctuante. Mais là, effectivement, il y a un premier écart qui s'est créé avec ces 6 points. Faut pas oublier que derrière, ça revient fort aussi avec Guingamp, par exemple. Donc là, ils peuvent plus se perdre. Enfin, on répète ça quasiment chaque semaine, mais mais il y a des fois, on espère. Là, messieurs, moi, je vous ai très souvent à ce micro et dans cette émission, je vous sens parfois optimiste. Là, aujourd'hui, je vous sens pas du tout optimiste, ni l'un ni l'autre. Hein. C'est la dynamique aussi qui alors est inquiétante. Le mot est peut-être fort, mais qui laisse un peu. Pessimiste. Enfin, il y a de quoi réfléchir. Ça fait 4 matchs en victoire quand même. Hein. C'est cette dynamique-là. Avec une dynamique comme celle-là, évidemment, vous pourrez jamais monter. C'est pas possible. La précédente était intéressante. Vous perdez une fois tous les 10 matchs. Il n'y a pas mort d'homme, mais vous restez sur 4 matchs sans gagner, et notamment sur 2 nuls à domicile. Alors ok, c'était contre Lens le premier, contre Caen dans le derby, mais bon, vous voyez, un nul à Grenoble, c'est pas non plus le résultat de l'année. Une défaite au Paris FC, c'est pas beaucoup plus glorieux. Donc moi, c'est plus cette dynamique-là. Est-ce que Le Havre est capable de casser cette dynamique négative et de repartir sur quelque chose de positif dès vendredi? Alors si oui, quel joueur, au singulier ou au pluriel, selon vous, messieurs, est capable de redonner du boost? On a vu Victor Lécal, par exemple. Victor Lécal, depuis son retour dans le 11 type de Paul Le Guen, il fait beaucoup de bien à cette équipe. Malheureusement, il a l'air très seul. Ouais, c'est effectivement un peu le problème. Et il revient et ses coéquipiers le lâchent. Après, il y a eu beaucoup de suspendus et de blessés sur les derniers matchs. Sur les derniers matchs du Havre, contre le PFC encore, Moutmera s'est sorti avant la mi-temps, donc ça a dû réorganiser l'équipe. Non, ça passera, si Kadewere est pas là, ça passera par Jamal Thiaré, et ça passera par les joueurs qui l'accompagneront en attaque ou en milieu offensif. Donc on aura du Jean-Pascal Fontaine, on aura du Imad Abdelli, Alexandre Bonnet éventuellement, ça passera aussi par Pape Gay à son top, ça passera toujours par les joueurs clés du Havre. Christophe, justement, je vais rebondir sur ce que vient de dire Mathieu. Les anciens, ceux qu'on peut considérer comme les cadres, les piliers même de ce club, il les a cités, Mathieu, Alex Bonnet ou encore Victor Lécal justement, ou Jean-Pascal Fontaine, Pape Gay. C'est là qu'ils ont le rôle de la saison à jouer? Dans le vestiaire à ce moment-là de l'année, oui, je pense qu'effectivement ça doit aussi reposer sur une prise de conscience. Enfin, on n'est pas dans le vestiaire au quotidien, mais je pense qu'ils sont à un moment charnière, les joueurs du HAC. C'est soit on meurt un peu à petit feu, on n'est pas capable de rebondir tout de suite, et puis on finira entre la 8e et la 13e place, et puis ça sera encore une année pour rien, voilà, exactement, comme tous les ans. Soit on se dit, bon les gars, voilà, il est grand temps de réagir, il y a une vraie prise de conscience, on a des absents
absents-là, mais on en aura aussi plus tard. Voilà, on se serre les coudes, les cadres prennent leurs responsabilités, assument ce qu'ils doivent assumer, et puis alors voilà, c'est toujours facile à dire, c'est plus difficile à faire quand vous êtes sur le terrain, ça je suis bien d'accord. Mais oui, au jour d'aujourd'hui, alors il y a Alexandre Bonnet qui a été éloigné des terrains un temps certain et qui est revenu. Bon voilà, ça fait partie évidemment des garçons qui comptent, importants sur le terrain, et encore plus, j'ai envie de dire aujourd'hui, avec son âge grandissant en dehors. Oui, c'est sur des garçons comme ça que le HAC doit s'appuyer, mais je pense que Paul Le Guen, ça il l'a compris aussi avant nous. Il a les clés, Paul Le Guen, mais pas seul. Ça reste comme les joueurs qui à un moment donné font que ça va être possible ou pas. Justement, voilà, c'est ma dernière question, elle est pour vous, Mathieu Billot du foot normand. Quel est le rôle de coordination, de mise en place, psychologique en particulier, de Paul Le Guen avec toute l'expérience qu'il a dans ces 3-4 semaines qui arrivent? La clé, il la détient en grande partie. C'est souvent comme ça. Et le coach, c'est ce qui trouvera déjà les armes tactiques au sein de son effectif pour pouvoir pallier justement les absences et les absences majeures qu'on a soulignées. Et ce qui va trouver aussi les ressorts psychologiques pour pouvoir motiver ses troupes. Je sais que son prédécesseur Oswald Tanchot avait beaucoup été tensé parce que visiblement il trouvait pas les armes totalement pour permettre au HAC de monter en Ligue 1. Bon on constate qu'il y a un coach avec un CV plus prestigieux, mais visiblement ça venait peut-être pas que du coach aussi les saisons précédentes. Donc voilà, c'est aussi peut-être une leçon à méditer en vue soit de la fin de saison ou alors de la saison prochaine. Ouais, il va falloir méditer pour les Hackmen justement qui recevront l'US Orléans. Alors l'US Orléans, c'est la panade intégrale là-bas. Leur entraîneur Didier Olé-Nicolas a été mis de côté en début de semaine. Il va y avoir forcément une tentative de réaction du côté des joueurs qui sont lanternes rouges, on le rappelle, de cette Ligue 2, les Orléanais. Rendez-vous vendredi pour les Havrais. Merci à vous, messieurs, Christophe Lécuyer d'RMC Sport et Mathieu Billot du foot normand, d'avoir apporté toute votre énergie et surtout toute votre qualité d'analyse à cette émission. Rendez-vous du côté du Stade Océane vendredi soir à partir de 20h pour cette 26e journée de Ligue 2 entre le HAC et Orléans. D'ici là, passez une très bonne semaine. Salut. Podcast by Tendance Ouest.